3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube, c'est le jour dédié au best-of de Live Twitch en mode Crystal Ball. Mais avant de commencer, il faut que je vous parle du sponsor du jour, TheBet, qui continue à être là, à soutenir la chaîne, et pour ça, je les remercie énormément. TheBet, si vous aimez les paris sportifs et que vous ne connaissez pas encore, eh bien, vous avez tort, je pense qu'il faut vous y mettre, parce que c'est un site, mais aussi une application mobile qui sont super cool, super pratiques et super intuitifs quand vous voulez miser de l'argent. Regardez, il vous suffit de sélectionner le sport, ici le basket, et plus précisément la NBA, de choisir votre match, votre mise, et puis c'est parti. Vous avez plus qu'à espérer et croiser les doigts. Si j'ai signé avec eux, c'est parce qu'ils sont super sérieux, ils ont Omar Da Fonseca en ambassadeur pour le foot, Despiello pour la Formule 1. Je suis trop fier d'être l'ambassadeur de la NBA. Mais la deuxième raison qui m'a poussé à aller vers eux, c'est la façon dont ils insistaient sur la prévention. Et ça, c'est essentiel à mes yeux. Parce que oui, parier, c'est cool, c'est fun, et ça ajoute du piment quand on regarde un match. Moi, ça m'arrive aussi régulièrement de miser des petites sommes. Par contre, il faut se rappeler de certaines règles qui sont essentielles. Ne faites ça que pour le plaisir, pas pour vous enrichir, et ne misez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et bien entendu, si vous avez moins de 18 ans, c'est complètement interdit pour vous. Donc tout ça, on le garde bien en tête, et à partir de là, moi, j'ai plus qu'à vous dire de kiffer, en profitant des offres en plus qui existent avec le code 6ème homme. Ça vous permet de doubler votre premier dépôt pour avoir jusqu'à 100€ gratuits en paris sportif. C'est cool, non ? Si on ajoute à tout ça toutes les récompenses que vous pourrez gagner, toujours en free bet avec votre fidélité, ça en fait vraiment un paquet des avantages que vous pouvez gagner sur TheBet. Le lien, je vous le mets dans la description, et si vous voulez parier, vous amuser, tout en gardant toutes les règles de prévention essentielles, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne chance sur ce site de paris sportif qui est TheBet, et qui est devenu une référence. Good luck, my friends. Mais bref, revenons au sujet du jour, qui, comme vous l'avez vu, dans le titre et sur la miniature, concerne les playoffs, que je trouve vraiment très beau, magnifique. Je pense que c'est une campagne que je ne suis pas prêt d'oublier. Du coup, même si c'est chaud d'hierarchiser, je me demande si cette campagne-là de post-season fait pas partie des plus incroyables que je n'ai jamais vues. Alors j'y ai réfléchi à tout ça, on ne perd pas plus de temps, et c'est parti, je vous donne 6 raisons qui montrent qu'on vit peut-être la meilleure campagne de playoffs de notre vie. En ce moment, je dois le dire, avec les playoffs qui sont en cours, je me régale. Moi, je me rappelle que l'an dernier, je restais un petit peu sur ma faim. On a eu peu de surprises dans la post-season l'an dernier, on avait beaucoup de blowouts surtout. Et je dois le dire, c'était pas les meilleurs playoffs de ma vie, même si j'ai plutôt kiffé les finales. Mais là, cette QV 2023, clairement, je dois vous le dire, je la trouve exceptionnelle. Je manque pas un match, mais vraiment pas un match. Il y a vraiment peu de rencontres que j'ai été déçu. Alors les matchs, je les regarde pas tous en direct, j'en regarde certains en différé, mais vraiment, je kiffe trop regarder tous les matchs de ces playoffs, et c'est rare que je le fasse avec un tel plaisir. Des fois, je me force un peu en me disant faut que je le regarde, mais là, c'est vraiment moi qui veux pas en manquer un. Il y a énormément d'intensité, il y a des rivalités qui sont réelles. Je trouve qu'il y a un super storytelling. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, au premier tour, le retour des Kings, aux playoffs, après 17 ans d'absence. On a des perfs de ouf, on a des bonnes surprises, des matchs serrés. Non, je me régale, je kiffe. Après, bien sûr, en contrepartie, j'en suis conscient, et certains le regrettent aussi, on pourra penser au nombre de blessures qui peuvent gâcher un petit peu des playoffs. C'est peut-être le seul bémol de cette post-season. Mais hormis ça, quel kiff. Et encore, moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur les blessures. Parce que, en vrai, à part Tyler Hero et peut-être Kawhi Leonard, même si c'était peut-être un peu plus prévisible, mais des blessures graves, on n'en a pas eu des masses. On a eu Butler, Embiid et Randle qui sont tous revenus à la compétition. On a un Chris Paul, là, qui est blessé actuellement au moment des lives, mais qui devrait plus trop tarder. Normalement, on le réévalue demain, donc mardi. Non. En fait, des pépins physiques, ok, il y en a eu, mais tous les ans, il y en a des comme ça, et là, il n'y a rien de dramatique non plus. J'ai pas l'impression que cette année soit beaucoup plus noire que les autres au niveau blessure. Et en plus de ça, on le dit pas assez, mais je trouve que globalement, cette post-season est plutôt bien arbitrée. Souvent, tous les ans, on entend parler de scandale, je suis moi-même le premier à râler sur les refs quand ils font mal leur taf, mais cette saison, à part peut-être le match 3 entre les Nets et les Sixers, ou peut-être que Tony Brothers, qui est pas l'arbitre que je trouve le plus efficace tout le temps, aurait dû exclure Embiid plutôt que Harden, je tiens vraiment à souligner le bon travail des hommes en gris, qui nous permettent eux aussi, mine de rien, de prendre un immense plaisir en tant que fan de NBA pendant ces playoffs. Des erreurs, il y en a eu bien sûr, il y en a à tous les matchs, ça c'est sûr et certain, et commencez pas à me lister, non, les arbitres sont pas bons parce qu'il y a eu telle et telle erreur, non, il y en a à tous les matchs, mais je trouve que cette saison, au moins, c'est rare que les refs décident du sort de toutes ces rencontres, et ça c'est appréciable. Il y a des années où c'est vraiment les arbitres, t'as l'impression, qui, avec leurs erreurs, ont décidé de qui et qui allait gagner. Là, cette année, c'est pas le cas, ou peu le cas, et je trouve que c'est plutôt cool. Donc oui, maintenant, ces playoffs, je les adore, je l'assume
l'assume complètement, et je suis aussi totalement dans la culture de l'instant, mais ça aussi je l'assume complètement. On a le droit de kiffer un petit peu, et j'ai envie de me dire que oui, là on est en train de vivre quelque chose d'épique. Du coup, avant peut-être, à la fin des playoffs, quand on connaîtra un petit peu le dénouement, quand on aura toutes les infos, que j'aurai pris du recul aussi, peut-être de vous faire un gros sujet overtime, avec des chiffres, avec la team tableur là, comme vous aimez, pour savoir effectivement si ces playoffs peuvent réellement revendiquer la première place parmi les meilleurs de l'histoire, ou alors parmi les meilleurs qu'on a vécu dans notre vie. Mais aujourd'hui, moi je vais vous donner 6 bonnes raisons qui peuvent complètement laisser penser ça à mon sens jusque-là. Première chose qui me plaît dans ces playoffs, ça a été au premier tour, notamment les surprises et même les upsets. Est-ce que vous vous rendez compte quand même ce qu'on a vécu, c'est un truc de fou. Pour la première fois de l'histoire, là au deuxième tour, on a tous les seeds de 1 à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est assez incroyable. Et ça, je trouve, ça montre la diversité des saisons régulières des équipes qui se sont qualifiées. On a une équipe en seed 1 qui s'est qualifiée, une équipe en seed 8 qui s'est qualifiée, et c'est cool. À l'Est, on a même le 8ème Miami qui affronte le 5ème New York. Donc 2 teams qui ont éliminé d'autres équipes qui étaient mieux classées qu'elles pour commencer. Moi je trouve que c'est génial, ça montre à quel point il y a de la certitude. À l'Ouest, c'est pareil. Même si sur le papier, on avait les Warriors et les Lakers, qui clairement sont de grosses écuries, vu qu'elles ont respectivement remporté les titres en 2022 et en 2020, les deux se sont qualifiés au premier tour sans avoir l'avantage du terrain, en éliminant les Kings et les Grizzlies, qui sans être officiellement favoris, avaient quand même l'avantage de jouer plus de matchs à domicile, et sur le papier aurait dû se qualifier. Mais non, ça a été des upsets encore, on en a eu 4, et rien que ça c'est fort, moi je trouve, et je trouve que c'est intéressant. Ça montre que mine de rien, parmi les équipes qui se qualifient en play-off, on a une certaine homogénéité. Aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a beaucoup moins d'écart entre un seed 8 et un seed 1 qu'il y en avait il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Et j'ai l'impression qu'on est dans une ère où même si évidemment à chaque série il y a des favoris, il est complètement difficile, voire impossible d'avoir des certitudes. Ça je l'ai vu, parmi tous ceux qui ont participé à mon Bracket Challenge, là il y a quelques semaines, la majorité de vos pronostics, et les miens aussi d'ailleurs, ils sont déjà foutus, parce que cette année, on a eu des playoffs qui étaient complètement impronosticables. Absolument personne n'avait trouvé les 8 teams qui se qualifieraient au deuxième tour. Là, j'ai regardé un petit peu le Bracket Challenge, personne n'avait les 8 équipes. Et quand je vois, alors que j'avais complètement l'impression que mes pronos étaient éclatés, que actuellement, et là c'est le moment où je m'auto-sauce un petit peu, mais dans ce Bracket Challenge, je me classe actuellement 2ème sur 150, quand je pensais qu'avec mes erreurs, je me ferais ramasser, ça montre à quel point ce premier tour, il était complètement impossible à anticiper. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime, c'est ce que je trouve le plus cool. Parce que oui, pourquoi on regarde le sport ? Pour le suspense, pour le spectacle, et parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est comme les films, c'est comme les séries, en fait, quand dès le début, vous pouvez prévoir la fin, c'est quand même vachement moins intéressant à suivre. Quand on vous spoil, vous regardez peut-être pas. Et là, ces playoffs, impossible d'être sûr de quoi que ce soit. Et je trouve que depuis le début, on a vraiment été gâtés en ce sens. Alors que c'était arrivé que 4 fois dans l'histoire, avant 2023, on a une tête de série numéro 8 qui a éliminé une tête de série numéro 1. Pareil, alors que c'était arrivé qu'à 5 reprises auparavant, on a une tête de série numéro 7 qui a éliminé une tête de série numéro 2. Ça, c'était les Lakers avec les Grizzlies. Et là, on a eu ça, on a eu ça 2 fois la même, enfin, en tout cas, on a eu ça la même année. Une tête de série et une tête de 7 et 8 qui se qualifient. C'était jamais arrivé la même année. Et c'est fou. Pour moi, ça rend complètement, ces espèces de tremblements de terre qui se cumulent dans cette QV 2023 des playoffs, dans cette édition 2023, c'est d'une rareté exceptionnelle et ça rend ces playoffs complètement uniques à mes yeux. L'an dernier, par exemple, juste pour info, au premier tour, on avait eu 0 upset. Il y a 2 ans, il n'y en avait eu qu'un seul, et pas non plus le plus gros. Les Hawks, 5e, avaient éliminé les Knicks qui étaient 4e. Même dans la bulle, où du coup, il n'y avait pas d'avantage du terrain, où on aurait pu s'imaginer qu'il y aurait plus d'upsets, il n'y en avait eu qu'un seul. Et c'était pareil, c'était un seed 5 qui avait éliminé un seed 4. Rien de foufou donc. Cette année, je le répète, mais des upsets, on en a eu 4, un record historique, dont certains qui ont été assez dingues, qui resteront dans la mémoire. Parce que oui, moi c'est ça je trouve qu'il faut retenir. Il est vrai que dans la NBA récente, comme en 2013 ou en 2014, on avait quand même eu droit à 3 upsets au premier tour. Sauf que tous ces upsets, ça concernait des têtes de série 5 ou 6, jamais des 7 ou des 8. Et pour moi ça fait la différence. Alors à quoi c'est dû, tous ces upsets là qui arrivent cette année selon moi? Je pense que le load management y est pour beaucoup. Aujourd'hui on s'en rend compte, on a beaucoup de teams ou beaucoup de joueurs, en fait de leur côté la saison régulière on s'en fout un peu. Le seul but, quelle que soit la place à la fin, quelle que soit la tête de série, le seul but c'est de se qualifier en playoff où ensuite tout sera possible. Voilà pourquoi on a des équipes qui reposent leurs stars pour qu'elles arrivent en forme vraiment au mois d'avril. C'est ce que les Clippers ont essayé de faire avec Kawhi Leonard, même si ça n'a pas fonctionné. Et finalement, quand la post-season commence, on s'en rend compte que certaines équipes qui sont classées 6, 7 ou 8 ont finalement un niveau bien supérieur que ce que voulait bien montrer leur classement de la saison. Et tout ça, moi je kiffe. Ça crée plus de surprises, ça crée plus de renversements de situation. Est-ce que je vais m'en plaindre ? Non, pas du tout. Les playoffs,
Comme le disait Kevin Séraphin, quand je l'ai interviewé pour savoir comment gagner une série de playoffs, les playoffs c'est une nouvelle saison qui commence, tout repart à zéro. À part quand on est fan d'une équipe favorite, qu'est-ce qu'il y a de plus kiffant, moi je trouve dans le sport, que de voir une équipe qui est censée être le petit poussé s'imposer. Rien, franchement c'est trop bien de voir ça. Et même si oui, on pouvait s'attendre quand même un petit peu à ce que les Lakers ou les Warriors passent alors qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain, force est de constater que là, dès le premier tour, ces playoffs étaient complètement impronosticables, et ça pour moi c'est un super argument pour démontrer que oui, la campagne que nous sommes en train de vivre est déjà bel et bien unique, rien qu'avec cette raison-là. Donc deuxième raison, qui me laisse penser que ces playoffs sont peut-être les meilleurs de notre vie jusque-là, c'est les rivalités. Et là, moi je trouve que ce à quoi nous assistons, c'est juste fou. Regardez-moi là, ces 4 affiches du deuxième tour comme elles sont kiffantes. On commence par Knicks Heat déjà, un match-up qui doit parler aux boomers comme moi, qui suivaient déjà le basket dans les années 90. Pour Sports Illustrated, ça je me suis amusé à aller voir le classement des rivalités, et Sports Illustrated a fait quelque chose d'assez intéressant. Et bien cette rivalité, Knicks Heat, c'est tout simplement la troisième la plus importante de toute la NBA, derrière Celtics Sixers qui est en 2, tiens, la série dont on parlera après, et la rivalité Lakers-Celtics qui est évidemment en tête, 2 équipes qui ont encore une chance de se retrouver en finale. Vous imaginez ? On a peut-être une chance là dans ces playoffs de voir les 3 plus grosses rivalités de l'histoire selon Sports Illustrated. En tout cas là on en a 2 au deuxième tour, et pourquoi pas avoir la plus grosse en finale, ce serait dingue. Enfin, moi je trouve que ce serait complètement fou, et si on avait cette finale Celtics-Lakers à la fin, ce serait un petit peu la cerise sur le gâteau. N'empêche qu'on est déjà gâté, même si on l'a pas, on est déjà gâté. Pour revenir à la série Knicks Heat, moi j'adore, c'est un petit peu la rivalité estampillée Pat Riley, qui a été coach dans les 2 équipes avant de devenir président du Heat. Ça sent bon les duels Morning Ewing de l'époque, là, les 2 anciens de Georgetown, que j'aimais beaucoup, on se rappelle de certaines bagarres aussi, qui avaient notamment impliqué Larry Johnson et son ex-coéquipier à Charlotte Zoe Morning. On se souvient pareil de Jeff Van Gundy qui s'était accroché à la jambe de Zoe afin d'éviter une trop grosse baston. Non, tout ça c'était cool. En vrai, moi j'adore cette série. Elle sent le soufre au vu de l'historique de ces 2 équipes, et les fans s'en rappellent. Au Madison Square Garden notamment, là, cette année, les mecs sont bouillants, et encore plus d'être face au Heat. Déjà d'être en playoff au deuxième tour, c'était pas arrivé depuis 10 ans du côté des Knicks. Ça augmente la pression et l'intensité des fans, mais en plus d'affronter le Heat et de se rappeler de tous ces souvenirs, c'est encore plus chaud, et c'est normal, et j'adore ça. Sauf que les rivalités, elles s'arrêtent pas à Knicks Heat, ça va bien plus loin, parce qu'il faut aussi qu'on parle de la série Celtics Sixers. Donc c'est ce que je disais, la deuxième plus grosse rivalité all-time en NBA, toujours selon Sports Illustrated. Dites-vous que ces 2 équipes, dans l'histoire NBA, sont celles qui se sont le plus affrontées dans toute l'histoire des playoffs, que ce soit sur le nombre de séries disputées entre ces 2 équipes, ou le nombre de matchs joués. Bien sûr, à ce petit jeu-là, c'est très souvent les Celtics qui s'en sont sortis gagnants, vu que les Sixers n'ont pas battu les 6 depuis 1982, mais justement, j'aime bien un petit peu cette narrative, et je trouve que c'est cool cette tension qui existe entre les fans de ces 2 teams qui sont historiques. Cette année, du côté de Boston, on se montre un petit peu sûr de soi, on gagne à chaque fois, on est confiant face aux Sixers. Tandis que du côté des Sixers, c'est autre chose, on veut essayer de tout faire pour renverser la tendance. Rappelez-vous, au premier tour, les fans des Sixers, quand ils étaient qualifiés au premier tour, après avoir battu les Nets 4-0, ils chantaient tous We want Boston, quand on savait pas encore qui passerait entre les Hawks et les Celtics. Et ça, c'est génial, parce que bien sûr que les Sixers auraient peut-être eu plus de chances de gagner contre les Hawks, mais les fans des Sixers, non, ils voulaient les Celtics pour cette rivalité. Et ça, je trouve ça trop bien. On les veut, ces rivalités, les fans les veulent aussi, et en plus de ça, on les a. Si on ajoute à ça que à l'ère de l'internet 3.0, là, encore une fois, je maîtrise pas trop les 2 points, les 3.0, mais je crois bien qu'on est à l'ère de l'internet 3.0. On a des community managers là qui s'emparent complètement de cette hype pour ajouter de l'huile sur le feu, pour faire des clips, pour poster des tweets et ajouter encore de la tension entre les teams et les fans, et rien à dire. Moi je trouve que ce qu'on est en train de vivre c'est beaucoup trop cool. À l'Est là, dans les 2 séries, dans chaque match, j'ai l'impression qu'on sent l'odeur du sang. On revoit ces images là, les Celtics Sixers, Knicks Heat, je parlais de Morning et Ewing, mais les Celtics Sixers, moi je vois ces images de Julius Erving et de Larry Bird qui se prenaient par la gorge, on voit ces images de public en liesse, ces espèces de matchs de muerte aussi de l'époque. Et ça aussi on aime dans le basket, on aime se rappeler de ses souvenirs, et ces séries elles nous rappellent ça, surtout que là j'ai parlé que des séries de l'Est, mais à l'Ouest il n'y a pas non plus de quoi se plaindre. On a un Warriors-Lakers qui voit à nouveau s'affronter LeBron et Curry en post-season, peut-être pour la dernière fois de l'histoire, et ça aussi ça fait kiffer. En même temps avec eux, on parle sûrement des 2 plus gros monstres du basket de ces dernières années, on parle de 2 gars qui se sont affrontés en finale 4 fois de suite entre 2015 et 2018, même si LeBron à l'époque était à l'Est, et évidemment que c'est génial là à nouveau, même si c'est au deuxième tour, de les voir se tirer la bourre encore quelques années plus tard, avec une réelle rivalité qui existe entre les 2 hommes, mais aussi un respect mutuel qui ajoute justement quelque chose d'honnête et de sain, je trouve, dans cette rivalité. C'est très agréable à voir. Dites-vous d'ailleurs que le match 1 entre ces 2 équipes a réuni au pic d'audience 8 millions de téléspectateurs aux USA sur TNT, un chiffre que habituellement on ne voit qu'en finale, mais aussi un record pour une série du deuxième tour. Donc c'est pas pour rien, c'est que cette rivalité tout le monde veut la voir, et elle est cool, tout le monde veut voir LeBron et Curry s'écharper une dernière fois, et là on a 3 séries je trouve qui en termes
termes de rivalité, atteignent des sommets assez insane. Knicks, Heat, Celtics, Sixers, Warriors, Lakers, c'est assez fou ces rivalités. Et si on ajoute à ça le Suns Nuggets, qu'il faut pas oublier, deux équipes quand même qui s'étaient affrontées au deuxième tour en 2021, dans une série qui avait vu Phoenix qui sweepait ses adversaires, là encore, avec une team de Denver qui clairement en ce moment montre qu'elle veut sa revanche, qui menait 2-0 avant de se faire remonter 2-2, et fait tout pour essayer de prendre sa revanche. En tout cas, elle est présente, on a une série serrée, et moi je trouve qu'on n'est pas trop mal en termes de rivalité. Pour finir d'ailleurs, moi j'aimerais dire que ces rivalités, elles ne se sont pas limitées qu'au deuxième tour. J'ai parlé que des affiches du deuxième tour qui forcément sont déjà très cool, mais au premier tour, on a quand même eu un Bucks Heat, on a eu un Sixers Nets, on a eu un Suns Clippers, un Lakers Grizzlies, que des équipes qui se connaissent bien, ou des équipes qui se sont chambrées, qu'on a l'habitude de voir s'affronter aussi en post-season, et qui sont devenues plus ou moins rivales ces dernières années. Et je trouve ça fabuleux. Au premier tour ou au deuxième tour, on a eu des affiches de dingue. Les derniers finalistes sont toujours là, les Warriors et Celtics sont toujours là, ça permet de faire de bonnes histoires, ça permet d'avoir de l'ambiance dans les salles, ça donne envie aux joueurs d'être encore plus intenses, et obligatoirement, c'est kiffant ces affiches et ces rivalités. Moi, voir tout ça qui renaît là, actuellement avec les playoffs de 2023, je kiffe énormément, et ça aussi, ça me laisse penser qu'on est en train de vivre une campagne qui est sacrément unique. Troisième raison, qui, je l'avoue, est moins flagrante que les deux premières, mais vous allez voir, de toute façon, il y a des raisons qui justifient beaucoup, d'autres qui justifient moins, mais moi je vais vous expliquer pourquoi je suis sensible à ça, parce que chaque raison reste tout à fait personnelle, et celle-là, je trouve qu'en plus de ça, elle est difficile à justifier avec des chiffres. Mais elle concerne l'incertitude au niveau des séries en elles-mêmes qu'on a eues jusque-là. Déjà au premier tour, on a eu qu'un seul sweep, et ça c'est pas mal, et même si c'est pas exceptionnel, on est quand même loin des 3 sweeps qu'il y avait eu par exemple en 2020 ou en 2015. De plus, faut savoir aussi qu'un premier tour sans sweep, c'est pas arrivé depuis 2003, 20 ans donc. Le fait qu'il y ait eu un seul 4-0, du coup, cette année, dans la série entre les Sixers et les Nets, c'est déjà cool. Ça montre que les autres séries étaient plus disputées. Et d'ailleurs, même si Philadelphie s'est imposé 4-0 dans la série face aux Nets et a fait le taf, j'ai pas non plus trouvé les Sixers écrasants de domination. Non, mine de rien, il y a une équipe de Brooklyn qui s'est bien battue et la série n'était pas aussi moche à voir que certaines autres qui se terminent sur un 4-0 d'habitude. Après, c'est vrai. Par contre, un seul sweep, c'est bien, mais on pourra regretter le fait qu'il y ait eu qu'un seul match 7 au premier tour dans la série entre les Warriors et les Kings. Mais rendez-vous compte que les matchs 7, au premier tour en tout cas, c'est pas tous les ans qu'on peut les compter, qu'on peut les ramasser à la brouette. L'an dernier, par exemple, il n'y en avait eu aucun match 7. En 2021, il n'y en avait eu qu'un seul au premier tour. En 2020, dans le contexte de la bulle, sans avantage du terrain, il n'y en avait eu que 2. Alors ok, on est très très loin des 5 matchs 7 au premier tour de 2014, ça c'est sûr et certain, mais peu importe. Moi, ok, j'ai envie de dire, la campagne 2023, c'est pas celle qui nous a poussé les séries les plus loin jusque-là. Et encore, il va falloir voir ce que ça donne au deuxième tour. Moi cependant, ce que j'ai trouvé appréciable, c'est que toutes les séries vraiment étaient disputées malgré le score. Dans toutes, il y avait de l'engagement. Même si elles se sont finies sur un 4-1 ou en 4-2, avouez que pour la plupart, jusqu'à la fin, il y avait de l'incertitude. Et beaucoup auraient pu partir en 7, ça nous aurait pas surpris. Rappelez-vous, quand on avait au premier tour des équipes comme le Heat, les Knicks ou encore les Suns qui menaient 3-1, partout sur les réseaux, et notamment sur Twitter, on en parlait, on voyait des sondages partout, afin de savoir combien d'équipes allaient revenir pour s'imposer, et dans les résultats du sondage, on voyait que beaucoup y croyaient. Donc au final, aucune équipe n'est remontée du 3-1, mais oui, beaucoup de monde pensait que ça allait se faire au moins pour une, voire 2 teams. Et ça montre que même quand on avait des équipes qui étaient dos au mur, qui étaient menées 3-1, on continuait à croire un petit peu au moins en elles. Alors que d'habitude, franchement, quand une équipe est menée 3-1, on n'y croit plus du tout. Là, c'était pas le cas. Dans quasi aucune série, on pouvait dire que tout était joué, qu'on pouvait enterrer aucune équipe avant qu'elle n'ait obtenu ses 4 wins. Et ça, évidemment que c'est plaisant. Ça donne ça donne de l'importance à absolument chacun des matchs. On se dit que chaque rencontre peut être une bascule et peut tout changer. Et ça nous donne envie. Et je trouve que ça joue, moi aussi, dans la façon à laquelle je suis addict à ces playoffs. Mais ça nous donne envie de pas manquer une miette. On se dit, si je manque ce match, on sait pas, ça peut être le tournant de la série. Parce qu'on y croit. On y croit pour chacune des deux teams. Et perso, je le disais, moi si j'ai pas manqué un match depuis le début, en direct ou en différé, c'est en grande partie grâce à ça, et c'est hors de question que je manque un match. Moi je veux vraiment tout voir, je veux encore tout regarder, parce que je suis conscient qu'il peut y avoir une dinguerie, individuelle ou collective, chaque soir, en étant absolument passionné par toutes les confrontations qui ont lieu. Et ça, pour être honnête, ça fait très longtemps que j'ai pas ressenti ça pendant une campagne de playoffs. Peut-être jamais à ce point-là même. Bien sûr qu'à chaque fois je suis passionné par tous les playoffs, mais là je me sens hypé comme je l'ai rarement été. En fait, il y a que peu de matchs lors desquels je me suis ennuyé, alors que tous les ans ça arrive. Il y a des séries aussi qui m'ennuient, je les regarde quand même, mais je suis un petit peu déçu. Là c'est pas le cas. Pourquoi ? Eh bien encore, je trouve, grâce à une certaine homogénéité, un niveau de jeu peut-être qui s'est élevé, même les meilleurs, des équipes moyennes qui sont devenues beaucoup plus intéressantes, et tout ça, cette incertitude, cette homogénéité, encore une fois, c'est trop cool à observer en tant que fan. Je trouve que réellement, même si ça se voit pas forcément dans les chiffres, on a un bon paquet de séries qui sont disputées et qui ont été disputées là depuis le début des playoffs, bien plus que d'habitude, même si j'aurais aimé plus de matchs 7. Le deuxième tour
tour actuellement, c'est pareil. Au moment du live, on a 2 séries qui sont à 2-2 et 2 autres qui sont à 2-1. Si ça se trouve, elles seront à 2-2 ce soir. Vous avez dit série, c'est un euphémisme. Et ça me laisse penser, encore une fois, mais je vais conclure de la même façon, que nous sommes en train de vivre une campagne de post-season qui est complètement exceptionnelle. Ma quatrième raison, par rapport à celle qui était juste avant, elle est beaucoup plus facile à chiffrer. Et justement, elle vient un petit peu confirmer et s'appuyer sur celle qu'on vient de donner. Et elle montre que les séries, même si ok, elles sont pas toutes allées en 7 matchs, ont été amplement disputées. Et je trouve qu'elle vient appuyer ça. Regardez les chiffres que je vous ai listés pour le premier tour, parce que le deuxième tour est pas terminé, donc je les ai pas listés. Mais au premier tour, on a eu qu'un seul véritable blowout, c'est-à-dire un match qui se joue sur un écart de plus de 20 points. C'était lors du match 6 entre les Grizzlies et les Lakers. Les 42 autres matchs se sont joués sur un écart de moins de 20 points, et parmi eux, 24 se sont finis à 10 points d'écart ou moins. On est d'accord que, en NBA, d'autant plus dans la NBA aujourd'hui, où tout un paquet de joueurs peuvent prendre feu et enchaîner quelques bombes à 3 points rapidement, 10 points d'écart, c'est rien. Et bien imaginez là, plus de la moitié des matchs du premier tour s'est joué sur un écart de moins de 10. Moi je trouve ça dingue et je trouve ça génial. Si on estime en plus de ça que dans les derniers quarts, il existe une possibilité de remonter 15 ou 20 points, ça signifie que dans 98% des matchs qui ont été joués cette année au premier tour, il y avait encore de l'espoir pour les deux équipes au début du dernier quart-temps. Et perso, moi j'adore ça, de pas me dire après la mi-temps là, au bout de 5 minutes jouées dans le troisième quart-temps, j'éteins la télé parce qu'il n'y a plus rien à jouer. Alors je le fais pas, parce que je me dis qu'il peut toujours y avoir une dinguerie, mais l'année dernière en playoff ça me le faisait souvent. Là cette saison ça me l'a quasiment pas fait. Chaque match je voulais le voir jusqu'à la dernière minute. En plus de ça, on a vu tout plein d'équipes qui étaient menées, mettre des 10 ou 12-0 lors de la dernière période pour remonter au score, pour se battre jusqu'au bout, sans jamais rien lâcher. Et même si elles sont pas toujours imposées, ça a créé du suspense de voir effectivement que ces écarts là ils peuvent facilement être compensés et que je disais dans la raison d'avant que tout pouvait se passer d'une série à l'autre, mais tout peut vraiment se passer d'un match à l'autre aussi, et ça je trouve ça parfait. On a vu des money time de ouf, des prestations énormes de la part de certains joueurs, des gros shoots venus de gars comme Jimmy Butler, Trae Young, Devin Booker, LeBron James, Jamal Murray, James Harden, Steph Curry, qui vous voulez. Ces rencontres qui sont serrées jusque dans les dernières minutes, elles nous font vibrer, et rendez-vous compte que là on est chanceux parce qu'on en a eu à la pelle jusqu'à maintenant. Autant vous dire que ça, depuis que la NBA est tant tournée vers l'attaque, c'est du jamais vu, en tout cas pas dans de telles proportions. Alors bien sûr, dans les années 90, on avait des écarts un petit peu moindres de manière générale. Et encore, ils n'ont pas grand-chose à envier aux écarts qu'on voit actuellement en 2023. Mais le basket, aujourd'hui, il se joue plus pareil. Autant en 1995, ou 96, ou 92, quand vous voulez, on était plus ou moins serein quand dans le dernier quart, on menait de 10 points, genre, 80 à 70. Là, on était plutôt serein. Aujourd'hui, en 2023, tu mènes 115 à 105, il reste 10 minutes à jouer, il n'y a rien fait, t'es pas tranquille. Tu sais que tout peut basculer, parce qu'on est dans un basket beaucoup plus offensif, qui joue beaucoup plus sur le shoot à 3 points, où tout peut vraiment changer d'une minute à l'autre avec un coup de chaud d'un joueur. Et ça, à nouveau, ça nous ajoute ce suspense, ce piment et cette incertitude qu'on adore et que moi je kiffe vraiment. L'an dernier, moi je me rappelle, à la même époque, là sur mes live Twitch, tout le monde se plaignait de tous les blowouts qu'il y avait et disait que ça gâchait les playoffs. Et c'est vrai, au premier tour, on avait 9 matchs qui s'étaient terminés sur des complètes déculottées avec un écart de 20 points ou plus. Donc il y avait de quoi s'en plaindre. Cette saison, il n'y a pas moyen. On en a eu qu'un seul, donc 9 fois moins. Et forcément que c'est plaisant. Si dans chaque série, tu te dis que les deux équipes peuvent gagner, mais qu'en plus de ça, dans chaque match ou quasiment, ça nous offre du suspense jusque dans les dernières minutes, et que tu te dis jusqu'à ce qu'il reste 2-3 minutes, et parfois ça va jusqu'en prolongation, que les deux équipes peuvent win le match, qu'est-ce que vous voulez de plus en termes de suspense et d'incertitude? Nous, c'est ce qu'on veut, c'est cette espèce de tension qui peut aller jusqu'au bout. Et ça, il y en a à quasi chaque match, quasi à chaque série, et évidemment, pour moi, en tout cas, on ne peut qu'apprécier ça. Pour moi, encore une fois, ça rend cette post-season sacrément unique, même si je le cache pas, ça je dois le dire, on a eu un petit peu plus de blowout au deuxième tour, mais peu importe, parce que ces blowouts, en tout cas, ils se répondent. T'en as un d'un côté, un autre de l'autre, pourquoi pas? Je préfère les matchs serrés, des blowouts on en a eu genre 2-3, un petit peu plus au deuxième tour, mais globalement je trouve que les écarts sont minimes, et cette incertitude qui est présente dans les séries, mais aussi dans les matchs, on vient de le voir, je trouve ça génial, fabuleux. Ma raison 5, pour enchaîner, elle concerne la présence de stars en play-off, et ça évidemment pour le business, tout comme concernant les rivalités et les incertitudes d'ailleurs, c'est important, et pour Adam Silver c'est du pain béni. Plus il y aura de stars qui vont avancer en post-season, plus les audiences seront fortes encore une fois, et plus il va pouvoir vendre ses contrats télé chers. Et là j'ai beau y penser, parmi les joueurs les plus iconiques de la ligue actuellement, absolument tout le monde a fait les playoffs, mis à part Luka Doncic, Kyrie Irving, qui ont été victimes du choke de Dallas en fin de saison, et on peut ajouter peut-être à ça Damian Lillard, voire Shai Gilgeous-Alexander, même si je le considère pas encore comme un joueur iconique, mais je le rajoute parce qu'il a fini quand même dans le top 5 pour la course au MVP. Mais rendez-vous compte, mis à part eux, absolument
vraiment tout le monde était au rendez-vous de ces playoffs. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose de très très rare. Là, l'an dernier par exemple, on n'avait pas de LeBron. Il y a 2 ans, on n'avait pas de Curry en playoffs. Cette saison, vraiment tous les joueurs attendus ou presque sont là. Et le mieux, vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est que pour la plupart, ils se qualifient. À part Giannis Antetokounmpo et le duo des Clippers, tous les joueurs qui ont le plus de fans dans le monde ont réussi à se qualifier au deuxième tour. Et je trouve que ça, c'est trop bien pour la hype. Regardez un petit peu le nombre de sélections de All-Star que je vous ai noté là dans le visuel. Au deuxième tour, si on cumule les étoiles de tous les joueurs qualifiés, on obtient un total de 141 sélections. Alors j'ai pas fait le calcul pour les autres années, mais j'ai regardé quand même brièvement, et ce qui est certain, c'est qu'on doit pas, enfin vraiment d'une vision brouillonne et distancée, j'ai l'impression vraiment qu'on n'est pas loin d'un record. Bon après c'est sûr qu'au niveau des étoiles, il y en a qui ajoutent, on a des joueurs comme Kevin Love, comme Derrick Rose, Victor Oladipo, André Iguodala, Kyle Lowry, DeAndre Jordan. Ils sont loin du niveau All-Star aujourd'hui, et ils ajoutent peut-être des étoiles qui n'auraient pas leur place ici, mais quand même, moi je trouve que ce casting pour le deuxième tour est complètement dingo, et finalement assez peu habituel. Parce que oui, sans compter précisément, j'ai quand même regardé ce que je vous disais, les éditions précédentes, et je vous défie réellement de me trouver une campagne de playoff avec autant de superstars et autant de All-Stars présents au deuxième tour. Déjà, on a le MVP en titre, Joel Embiid, qui est encore là, sans s'être fait sortir au first round, ce qui n'est pas le cas à chaque fois, rappelez-vous l'an passé. À côté de ça, on a les dinosaures de la ligue qui se battent toujours, on a des LeBron, des KD, des Chris Paul, même si il est actuellement blessé, mais il va revenir, des Harden, des Curry, qui sont là en mode papy, font de la résistance, tout un tas de gars aussi, comme des Jokic, des Tatum, des Booker, et plein d'autres encore, qui sont en plein prime, des Jimmy Butler, qui fait des dingueries, et ce mélange de générations là, mais je le trouve incroyable, mais vraiment. Après, en plus de ça, on a une autre génération qui arrive, avec des Ja Morant et des Anthony Edwards, ça on verra dans les années d'après, mais au moins elles ont fait le premier tour, et me rendre compte que malgré les upsets dont on parlait plus tôt, il y a toujours autant de stars d'envergure présentes actuellement au deuxième tour, moi ça me régale, en me laissant penser réellement que l'édition, encore une fois, que nous sommes en train de vivre est unique. 141 sélections All-Star, je le répète, en cumulé au deuxième tour. Désolé, mais c'est un truc de grand zinzin. Et je trouve que c'est une bonne raison qui font que ces playoffs, on les kiffe, ça encore. Donc pour finir, évidemment, que seraient des playoffs que déjà je trouve magnifiques sans les perfs incroyables qui vont avec? Eh ben rien évidemment, car oui, le basket a beau être un sport collectif, il y a quoi de plus kiffant que de voir un joueur entrer complètement dans la zone, prendre toute son équipe sur son dos au moment où ça compte le plus et lui apporter les victoires? Moi je trouve qu'il y a absolument rien de plus beau dans le basket. Alors si, il y a peut-être des choses plus belles, mais ça j'adore. Ces espèces de moments de grâce là que nous offrent certains joueurs lors d'un match ou même lors de toute une série, c'est ça qui marque les esprits, c'est ce dont on se rappelle le plus, et c'est évidemment ça qui nous fait vibrer de façon incroyable. Quand on a une individualité qui s'impose en leader et qui porte toute son équipe vers le haut, mais je trouve que ça a quelque chose de vraiment spécial. Ça donne l'impression d'assister à des trucs jamais vus, à des trucs d'extraterrestres. Et ça, justement, moi je trouve que le premier tour de ces playoffs, des moments comme ça, il nous en a offert, et pas qu'un peu. On a déjà eu, depuis le début, alors là je compte aussi le deuxième tour, j'ai pas tout affiché, on a eu 14 perfs à 40 points ou plus, là au moment où je fais ce live. Au milieu du deuxième tour, là on est... Sachant que l'année dernière, par exemple, il y en a eu 16 dans toute l'intégralité des playoffs, des perfs à 40 points ou plus. Là, on n'est même pas au milieu de ces playoffs, alors si, on a dépassé la moitié des matchs, mais on en a déjà eu 14. Rendez-vous compte, dans la plupart des éditions, des perfs à 40 points ou plus, il y en a quoi, 10-15, moi j'ai regardé. Là, vraiment, on est déjà à 14. Donc même si en 2021, on avait eu un record absolu avec 28, je trouve qu'on vit quand même quelque chose de complètement dingue. Donc je dis pas que là, en 2023, on va atteindre ce record inouï de 28 de 2021, mais je pense qu'il y a largement moyen de viser cette deuxième place all-time pour ce qui est du classement des matchs à 40 points ou plus et des perfs à 40 points ou plus, pour viser la vingtaine, et je trouve que ce serait déjà complètement fou, sachant qu'en plus avec ça, on a déjà eu 3 perfs à 50 points ou plus. Si on continue sur ce rythme de zinzin, il y a vraiment moyen de garder un souvenir mémorable de ces playoffs. Et franchement, moi, sur ce premier tour et demi, j'en garde déjà un souvenir mémorable au niveau de ses performances. Et puis voilà, même si ça atteint pas les 28 de 2021, peu importe, parce que j'ai quand même d'autres arguments qui vont compenser. Parce que peut-être que les perfs étaient moins quantitatifs cette année jusque-là, mais je les trouve plus qualitatives. Au premier tour, on a eu Jimmy Butler avec ses 56 points, il nous a pondu la 4e meilleure perf de l'histoire en termes de scoring. Déjà, ça envoie du lourd. Mais si on ajoute à ça les 50 points Stephen Curry dans le match 7 face aux Kings, qui est le record de toute l'histoire des Game 7, ça en fait déjà des records qui ont été battus pour un premier tour. Et ça devient chaud de rivaliser avec la qualité de ces perfs qui ont été pondus. Surtout que c'est pas tout. Moi, ce que j'aime encore plus, c'est aussi la variété des joueurs qui peuvent exploser. Ça peut venir de n'importe où, même quand on s'y attend pas. On disait que c'était cool, juste avant d'avoir des All-Stars qui soient présents, mais voir aussi un Norman Powell, alors je dis pas que c'est un random, loin de là, Norman Powell, c'est un bon joueur, mais voir un Powell qui est capable d'en planter 42 en playoff, est-ce que vous vous y attendiez, vous? Non, pas moi, et je trouve que c'est cool, justement, ça peut venir de partout, voir qu'un Anthony Edwards, qui a seulement 21 ans, il est capable d'en planter 41 aux Nuggets, qui a le meilleur bilan de la conférence Ouest, mais je trouve ça complètement génial. Et puis que dire, après on peut aller plus loin encore, mais des revivals de Jamal Murray, de Russell Westbrook lors du premier tour, c'était cool de les revoir à un niveau exceptionnel.
Jamal Murray il a mis 40 points, mais Westbrook il a dû s'arrêter à 37 de mémoire, mais c'était quand même cool. Et un James Harden là, il est pas dans le visuel parce que j'ai affiché que le premier tour, mais au deuxième tour 2 fois il a planté plus de 40 points. Une fois il a même égalé ses 45 qui est sa meilleure perf all time en playoff, et là il en met 42, il met le game winner aussi. Non mais c'est génial, c'est même phénoménal, j'ai envie de dire. En vrai, le nombre de perfs qui me font kiffer depuis le début de ces playoffs, sans même parler des game winners aussi, parce qu'on en a eu un paquet qui sont déjà légendaires. J'ai parlé de James Harden, il y a eu Trae Young aussi, il y a eu des Jimmy Butler qui a pris son équipe sur son dos. Non, c'est insane. Et quand ces stats-là, ces performances-là à plus de 40 points sont agrémentées de beaux records, comme on le voit cette année, je trouve que ça leur donne du sens, et que je trouve que ça leur donne vraiment, vraiment de la valeur. Donc là, moi je parle pas, enfin dans ces perfs, ce que j'aime bien, c'est que la plupart du temps, on parle pas d'un gars qui va mettre 50 pions face à une équipe mauvaise dans une série qui va être gagnée 4-0 et qui aura aucun sens, où on aura vu des blowouts s'enchaîner et t'as un mec qui prend feu avec 50 points. Non, on parle de mecs qui ont planté 50 points dans un match 7, ou de mecs qui en mettent 56 en gérant l'intégralité d'un money time. Est-ce que c'est bon pour vous, comme dirait Squeezie? C'est fou. Là, on a de sacrés scoreurs, et moi ça me fait rêver, j'adore. Si on regarde les moyennes d'ailleurs jusque là, on a 7 mecs à 30 points de moyenne ou plus sur le début de ces playoffs, et 12 à 25 points ou plus. J'ai eu beau regarder sur les dernières éditions, il n'y a que l'édition 2021 qui peut à peu près rivaliser avec ça, sauf qu'elle nous a pas filé les mêmes records et pas la même qualité de performance, et clairement pour moi ça joue énormément. Donc oui, j'ai réellement l'impression qu'en termes de perf, on est réellement en train de vivre des playoffs all-time là encore. Si on fait le bilan, parmi les 6 raisons que je vous ai données, celle qui vous a le moins plu, en tout cas celle qui vous fait le moins dire qu'on vit les meilleurs playoffs de notre vie, c'est l'écart de points. Vous étiez que 69% à penser que c'était une bonne raison qui faisait qu'on vivait les meilleurs playoffs de notre vie. Donc ça, c'est ce qui vous a le moins convaincu. Pour moi, c'est vraiment une raison essentielle, le fait que chaque match soit indécis, mais je peux comprendre. Ce qui vient ensuite, c'est les séries, et ça, c'est assez lié. Ça, je peux le comprendre encore plus. C'est vrai qu'on a eu qu'un seul match 7, et ça, on aimerait plus. Pour vous, c'est... Alors, vous étiez quand même 78% à penser que c'était une raison valable, mais bon, pour les 22%, je comprends, vous auriez aimé plus de match 7, même si c'est cool qu'on ait eu qu'un seul sweep. Ensuite, les affiches du deuxième tour et les rivalités. Ça vous a plu un petit peu plus. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore, mais je comprends que certains soient pas forcément sensibles aux rivalités, certains qui ne sont pas sensibles à l'histoire aussi. Les Knicks Heat, on n'était pas beaucoup à le vivre, les Celtics Sixers, on l'était encore moins, donc je comprends bien, et pour vous, j'imagine que le LeBron Curry, c'est la plus grosse rivalité, mais le reste, c'est peut-être un petit peu, ça parle un petit peu moins, et ça aussi, je peux l'entendre. Ensuite, viennent les perfs, qui arrivent en numéro 3, c'est la 3e meilleure raison pour lesquelles, selon vous, on vit les meilleurs playoffs, potentiellement en tout cas les meilleurs playoffs de notre vie. C'est vrai que ces perfs, je viens d'en parler, elles sont plutôt cool. En 2, la présence de stars. 85% d'entre vous pensent que la présence de stars fait qu'on vit une super cuvée de playoffs, et c'est clair qu'on a énormément de stars, même si on regrettera l'absence de Antetokounmpo au deuxième tour, ou bien de Doncic au playoff. C'est quand même cool, toutes ces stars qui sont présentes. Et en numéro 1, ce qui fait, en même temps c'est normal, on est en train de battre un record d'upset. On a battu un record d'upset d'ailleurs au premier tour. On voit que toutes les têtes de série sont présentes de 1 à 8 au deuxième tour, et ça pour vous c'est la plus grosse raison qui fait que potentiellement on vit c'est la meilleure campagne de playoff de votre vie. D'ailleurs, quand j'ai fait le bilan là dans le sondage à la fin, c'était assez partagé, et moi je peux comprendre parce qu'on est tous sensibles à des choses différentes, et vous êtes 63% à penser que là en tout cas vous vivez les meilleurs playoffs de votre vie. Donc c'est cool, c'est plus de la moitié. C'est difficile. Après, j'ai bien vu les arguments de ceux qui ne vivent pas les meilleurs playoffs de leur vie et de votre vie, parce que vous à chaque fois vous rameniez ça à, ouais mais en telle année il y a eu cette finale qui était folle, en telle année il y a eu cette finale qui était folle. Mais ça c'est difficile à comparer, parce que la finale on n'y est pas encore. Et moi je parle pas juste de la plus belle finale ou du plus beau champion. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était important de faire ce live au milieu du deuxième tour, parce que moi je trouve que c'est on oublie un peu vite, je trouve, ce qui se passe à chaque campagne de playoff au tour 1 et 2. Et moi, je trouve que ce qu'on a vécu là au premier tour et ce qu'on est en train de vivre au deuxième tour, c'est assez unique, c'est assez all-time. Et c'est ça que je veux mettre en valeur plutôt que la finale, en attendant de voir ce que ça va faire la finale et ce que ça va donner. Maintenant, je sais, je suis complètement dans la culture de l'instant, je me rends pas compte, là je suis en plein kiff, j'ai les yeux ébahis, j'ai des cœurs dans les yeux, vous le voyez peut-être, non, ça doit être discret quand même. Et puis voilà, les playoffs c'est pas fini, on sait pas ce que ça va donner, c'est aussi difficile aussi de comparer, si on parle des meilleurs playoffs all-time, c'est difficile de comparer avec des playoffs qu'on n'a pas vécu. On a beau voir des matchs, on a beau voir des résumés, des stats, des récits aussi de l'époque, on vit pas la même chose que quand on les vit en direct. Moi je sais par exemple que les playoffs 83 étaient dingues quand Philadelphie est allé au bout en faisant le fameux 4-1-4 au lieu du 4-4-4 que Moses Malone disait, mais je peux pas dire que j'ai préféré les playoffs 83 parce que je les ai pas vécus, et pour moi il y a rien de tel que le direct. Donc je veux pas trop m'enflammer, vraiment je veux pas trop m'enflammer. N'empêche que je suis les playoffs, je les ai tous vus depuis 1993, et vraiment là
actuellement, peut-être que je changerai d'avis quand je prendrai du recul ou quand ça avancera, mais j'ai l'impression que au bout d'un tour et demi, là, je suis en train d'assister à la meilleure édition de ma vie. Il faudra que je fasse le bilan dans quelques mois, mais là, je prends mon pied. J'avais jamais assisté à un premier tour d'une telle intensité, avec tant de rivalité, qui ensuite étaient déjà au premier tour et se sont répétés au deuxième tour, avec tant d'incertitudes. Et moi, je trouve que tout est réuni pour qu'on se régale. On a la présence de stars, on a des records, on a du suspense, on a des perfs de ouf, on a de l'ambiance, on a un public de dingo. On a aussi l'ère des réseaux sociaux qui rajoute, comme je disais tout à l'heure, du piment, de l'huile sur le feu. On a une vraie concurrence, on a des surprises. Moi, je trouve ça fou. Peut-être qu'on a eu d'autres éditions, comme je disais, comme 2021 avec plus de grosses perfs. Peut-être qu'on a eu plus de stars aussi, plus d'incertitudes ou plus de rivalité. Et encore, mais est-ce qu'on a déjà eu une édition qui réunit tout ça en même temps? Eh ben non, personnellement, j'en ai pas le souvenir. Franchement, j'en ai pas le souvenir. On a eu des très beaux champions, des très belles finales, mais tous ces critères réunis sur les deux premiers tours, avec les 16 équipes qui... Alors peut-être pas les 16 équipes qui pouvaient potentiellement aller au titre, mais là on a quasiment 8 équipes qui peuvent au moins prétendre décemment une place en finale, et pourquoi pas aller au bout. Donc moi je trouve ça génial, ces playoffs jusque-là je les trouve magnifiques. Pourvu que ça dure maintenant, et qu'on ait un beau champion pour mettre la cerise sur le gâteau et confirmer tout ça, mais jusque-là, on verra si je change d'avis dans quelques temps. Bien sûr que je me fais avoir par la culture de l'instant, mais j'ai vraiment l'impression que sur ces deux premiers tours, je suis en train de vivre les meilleurs playoffs de ma vie. Voilà pour ce qui est de cette édition de playoff 2022-2023, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Vous en pensez quoi, vous, de cette post-season? Vous kiffez? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure de votre vie que vous êtes en train de vivre? Pour quelles raisons? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse à fond. Je vous rappelle également que si vous voulez découvrir un site de paris sportif cool, pratique et sérieux, c'est sur TheBet qu'il faut aller, vous aurez toutes les infos dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes le sang, s'il vous plaît, n'arrêtez jamais, sans vous, on n'en serait pas là, alors si toi aussi tu veux rejoindre cette team en or, toutes les infos sont dans la description. À très vite.